Innover pour mieux se défendre, c'est peut-être le mantra de la défense spatiale et probablement aussi celui de notre invité du jour, le général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air et de l'espace, pilote de chasse, ingénieur en aéronautique, premier commandant de l'espace français. Vous avez aussi récemment écrit un livre que j'ai pu feuilleter ces derniers jours et que vous allez voir à l'image, Commandant de l'espace, et qui revient sur l'histoire du spatial en général, qui nous raconte comment le spatial est arrivé, comment la technologie spatiale est arrivée, mais aussi comment l'écosystème du secteur spatial s'est mis en place, pas seulement sur la défense spatiale, mais aussi en particulier, on avance dans ce livre sur le sujet de la défense spatiale, et on va en parler aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, vous êtes aussi le cofondateur et le CEO de la start-up Lookup Space, qui veut surveiller l'espace, et justement, cette semaine, Lookup Space a fait à grand bruit démonstration de ses capacités. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par ça, nous rappeler quelle est votre technologie pour qu'on comprenne précisément comment vous avez pu observer l'espionnage d'un satellite russe sur plusieurs satellites européens? Alors en fait, la mission de Lookup Space, ça n'est pas de surveiller l'espace. La mission, notre mission vraiment, c'est de rendre l'espace sûr et durable, ou plus sûr et durable. Donc surveiller l'espace, c'est un des moyens de le faire. Après, il faut analyser ce qui s'y passe, il faut rendre des services à des opérateurs privés et publics. Alors ce qu'on a fait, ce qu'on a démontré récemment, c'est notre capacité à fusionner des données multiples, variées, donc des données radar, des données optiques, des données laser, des données radiofréquences, des données de sources ouvertes, des catalogues qui sont fournis ici ou là par l'ESA, par exemple, ce que j'appelle moi des métadonnées. Et à partir de cette fusion de données sur une plateforme très innovante que nous avons conçue et qui fait l'objet d'un projet France 2030, donc c'est vraiment un projet numérique, eh bien nous avons la capacité à établir une cartographie extrêmement précise des objets en orbite autour de la Terre, à restituer leurs orbites, à prévoir leur comportement dans les heures qui viennent, à calculer les risques de collision de tous ces objets les uns avec les autres, et pas uniquement des satellites, aussi des étages de fusées qui sont morts, des débris, en des fait, débris et des débris très petits, petits, enfin en tout cas ceux qui sont détectés, puisque nous n'avons pas encore nos capteurs, nous développons aussi un capteur à côté, un radar, et puis aussi de proposer des manœuvres d'évitement pour éviter des collisions. Comment ? Grâce à vos analyses ou avec des moyens techniques? Alors, grâce à nos algorithmes, encore une fois, ce qu'on a montré à la fois au Space Tech de Brême il y a 15 jours et au Forum Innovation Défense la semaine dernière, c'est un démonstrateur qui est cette plateforme Synapse qui fait de la fusion de données multisources sécurisée, donc pour des usages duaux, civil et défense, et faire tout ce que je vous ai indiqué. On ne dispose pas encore de nos propres données. Donc on dépend encore des données fournies par des partenaires, qu'ils soient étatiques ou commerciaux. Donc aujourd'hui, c'est la plateforme et vos algorithmes qui ont fait leurs preuves dans ce cas précis. Oui. Et demain, vous apporterez une totale indépendance sur votre technologie puisque vous aurez les moyens de générer vos propres données. En tout cas, sur les données radar, oui. Puisque nous, on développe un radar et on va déployer un réseau de radars autour de la planète. Donc, c'est quand même un projet très ambitieux. Faire un radar, ça n'est pas quelque chose de très simple. Vous n'êtes pas les premiers à vous y essayer d'ailleurs. Non, et ça coûte très cher. En plus, on va en déployer plusieurs. Donc, vous voyez que c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Là, je vous ai décrit la partie numérique du projet, mais il y a un vrai sujet industriel aussi. Et donc, évidemment, quand on aura nos données issues de nos radars, et on veut aller très vite, on veut déployer le réseau en moins de 5 ans. Donc, lorsqu'on sera capable de faire ça, à ce moment-là, avec cette plateforme de fusion de données, auquel on ajoutera encore une fois des données issues d'autres réseaux, d'autres capteurs, d'autres fournisseurs, là, on aura un outil extrêmement performant. Mais déjà, ce qu'on a montré au Space Tech et au Forum Innovation Défense, c'est un outil qui n'a pas d'équivalent en Europe aujourd'hui. Nous avons vu passer sur notre stand, que ce soit à Brême ou à Paris, des concurrents, des partenaires, d'autres industriels. Nous avons vu passer le délégué général pour l'armement, nous avons vu passer Bruno Bonnel. Je crois que le mot qu'on a le plus entendu, c'est bluffé. Voilà, je crois qu'ils ont tous été bluffés par ce qu'on fait aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être, alors on appelle ça butiner, c'est ça que vous avez permis de voir, donc c'est votre plateforme qui a permis de repérer, pour que ce soit clair pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas forcément conscience à quel point des technologies numériques peuvent aider à surveiller ou à rendre l'espace plus sûr, évidemment. En l'occurrence, on a pu observer un autre satellite butiner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire butiner ? Alors, pour être honnête, d'autres l'ont vu. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir vu.
Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est à partir des données, et encore une fois, ce ne sont pas nos données, donc on utilise les données d'autres fournisseurs. Et en France, vous avez des gens comme Ariane Group, avec leur service GeoTracker, qui a changé de nom, qui s'appelle Helix maintenant, qui savent faire ça également. Aux États-Unis, Slingshot, qui est une société américaine, a fait une communication publique il y a quelques semaines sur le sujet. Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de suivre en permanence et d'établir les positions orbitales de ces objets-là. Et donc, on est capable de dire, il a été à côté de tel objet, il est en ce moment à côté de tel objet, il est en train de se déplacer, il va aller vers telle position orbitale, il y est. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il est à proximité, à très grande proximité. Alors, en orbite géostationnaire, c'est quelques dizaines de kilomètres. Voilà, donc, de Telsat 3B. Et puis, dès qu'il va bouger, on le verra et puis on pourra communiquer dessus. D'accord. Est-ce que, alors vous venez de l'autre côté, finalement, du secteur de la défense. Vous êtes aujourd'hui... Vous êtes aujourd'hui un moteur de l'innovation de la défense spatiale. Est-ce que ce secteur est favorable à l'innovation ? Moi, j'ai choisi de quitter l'uniforme parce que je pense que j'avais un rôle à jouer dans le secteur privé en construisant cette société et ses capacités qui sont utiles à la fois au secteur défense et au secteur public, privé, commercial. Il y a des opérateurs commerciaux qui ont des besoins aujourd'hui. Et donc cette compétence-là, il était temps de l'utiliser avec mon associé, Juan Carlos Dolado, qui vient du CNES, l'Agence spatiale française, qui est un expert des débris et de la surveillance de l'espace. Et donc je pensais que j'étais plus utile en créant cette société et en développant de manière très agile et très rapide et en innovant un produit qui peut répondre à ces besoins, parce que moi j'ai une bonne connaissance des besoins militaires par mes fonctions antérieures. Juan Carlos a une bonne connaissance des besoins civils, du secteur commercial, public. Et donc, on a réuni une équipe incroyable de talents. Sur la partie digitale, par exemple, on a des gens qui ont travaillé sur le développement de la plateforme Artemis du ministère des Armées, qui viennent de chez Atos, on a qui viennent de chez Thales, on a des data engineers qui organisent toute cette base de données avec ces flux de données qu'on récupère et qu'on intègre dans la plateforme. On a des gens qui sont ensuite chargés de développer les algorithmes. Et on a un outil extrêmement puissant, très innovant. Alors, pour répondre à votre question, qui est-ce que le secteur est favorable à l'innovation ? Oui, je dirais que oui, et de plus en plus grâce en particulier à la création, il y a quelques années, de l'Agence Innovation de Défense, où on s'est rendu compte qu'au ministère des Armées, on avait besoin de tirer davantage profit des jeunes sociétés innovantes qui avaient beaucoup d'idées, mais qui étaient un peu dans des coins du terrain, pas capables d'entrer sur le terrain pour aller jouer avec les grands. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on... Et d'ailleurs, le Forum Innovation Défense, quand on y va, on voit qu'on n'a pas de grands acteurs. On n'avait pas un grand stand, je vais citer les sociétés, Thales, Airbus, Dassault. Ce sont essentiellement des petits acteurs, soit des startups, à des stades de développement plus ou moins avancés, ou des intrapreneurs du ministère des Armées. D'ailleurs, beaucoup ont beaucoup d'idées à l'intérieur du ministère des Armées. Et ça permet... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces grands acteurs, dont j'ai cité certains, ont un intérêt très fort à travailler avec des jeunes acteurs comme nous, parce qu'on va beaucoup plus vite qu'eux. On a un problème, nous, c'est qu'on est beaucoup plus fragile. Voilà, on est beaucoup plus agile, mais on est beaucoup plus fragile. Donc il y a des synergies que je décris d'ailleurs dans le livre. Toute la dernière partie du livre porte précisément sur mon expérience aujourd'hui en tant que jeune entrepreneur de la Space Tech. J'analyse un peu les rapports, non pas les rapports de force, mais c'est ce nouvel équilibre qui se crée entre les grands acteurs, l'État, les grands donneurs d'ordre et puis les petits acteurs comme nous. Alors côté État, justement, dans votre livre, il y a un passage où vous parlez peut-être d'un manque de compréhension globale du secteur spatial. C'est vrai que le secteur spatial est intrinsèquement lié à l'aéro aujourd'hui. Est-ce que ça commence à lui faire défaut pour aller plus loin et pour offrir plus de moyens à tout cet écosystème dont vous faites partie ? Alors, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans le domaine aérien. J'étais pilote de chasse, vous l'avez rappelé. J'ai travaillé sur beaucoup de programmes aériens, le Rafale et tous les programmes qui accompagnaient le Rafale. J'ai travaillé sur les prémices du SCAF, qui est bien connu aujourd'hui. Depuis maintenant presque 6 ans, je travaille dans le domaine spatial. J'ai acquis la conviction que ces deux domaines, qui est sans doute une évidence pour certains, mais ces deux domaines sont deux domaines différents. Et je le dis d'emblée dans mon livre, ce ne sont pas les mêmes lois physiques, ce n'est pas le même droit qui s'applique, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de territorialité dans l'espace.
ce ne sont pas les mêmes technologies. Alors, évidemment, ce ne sont pas des milieux qui sont disjoints. L'espace commence là où le milieu aérien, enfin, il y a un peu une zone entre deux, mais le suborbital, et donc on a des vecteurs qui vont transiter au-dessus de la ligne de Kármán, qui vont redescendre, les missiles balistiques, etc. Et on a peut-être des avions demain qui vont voler dans des tranches d'altitude très élevées, avec des vitesses très élevées également. Mais au final, ce ne sont pas les mêmes lois, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Donc, et ce que je constate, c'est qu'effectivement, d'une part, le milieu est assez mal connu, mais surtout ses usages et ses applications et ses enjeux sont très mal connus. Et si j'ai écrit ce livre, c'était en particulier pour expliquer ces enjeux. À qui ? Au grand public. Alors, les spécialistes... Et pas à vos anciens collègues qui font aussi partie de ce secteur-là et qui sont acteurs ? Oui, vous avez raison. En fait, je pense que ce livre s'adresse à un public assez large. D'une part, les béotiens qui ne savent pas ce qu'est l'espace. Et je pense que j'ai essayé, en tout cas dans le premier chapitre, de donner les bases de compréhension de l'espace. Et les retours des lecteurs qui m'ont fait part de leurs sentiments sont positifs. Ils me disent on comprend mieux. Et puis on comprend les enjeux. Donc oui, il y a évidemment le grand public. Il y a mes anciens camarades pour leur expliquer davantage comment l'espace peut être mieux utilisé. D'ailleurs, comme le numérique en général dans les armées. Moi, j'explique dans le livre que dans les lois de programmation militaire, très peu de moyens. Donc c'est la programmation physique, financière, votée au Parlement sur une période de 5 ans. Des moyens, et donc très peu de moyens finalement sont accordés, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est moins de 2% du budget de la défense qui est consacré à l'espace. Vous le dites. Oui. Alors que c'est central, c'est essentiel, on l'a vu en Ukraine, on le voit partout. Et vous dites aussi précisément que sans la capacité de faire un chèque, on n'a aucun pouvoir. Oui, alors là je fais référence, le commandement de l'espace dont on m'a confié la création, suivait un autre commandement, qui s'appelait le commandement interarmée de l'espace, qui avait été créé en 2010. Et le général de l'armée de l'air, le général Yvarneau, qui a créé cette entité en 2010, me disait au moment où je rédigeais le livre, je l'interrogeais évidemment sur ses sentiments à l'époque, me disait, moi j'ai un seul regret, c'est de ne jamais avoir eu le carnet de chèques. Parce que si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas la capacité à dépenser de l'argent, vous n'avez pas de pouvoir. En fait, vous êtes prescripteur de besoins, mais après, vous avez un certain nombre d'acteurs qui vont vous expliquer qu'il n'y a pas les ressources, que ça n'est pas possible techniquement, administrativement, ou que, en réalité, ce besoin n'est pas justifié. Mais alors, est-ce que ça veut dire que, et peut-être c'est aussi ce que vous avez fait, mais que pour garantir l'innovation dans le secteur spatial, il faut aller chercher des fonds privés ? Alors, il y a deux aspects. Enfin, selon que vous êtes dans le secteur public, et là, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées, je dirais, heureusement, depuis quelques années. Donc, vous savez qu'il y a 2 fonds d'investissement de la défense, le fonds d'Affaires notamment, et un autre fonds dont le nom m'échappe, mais qui sont destinés à aider la levée de fonds de sociétés qui présentent un intérêt pour le ministère des Armées, donc à investir directement dans le capital de ces sociétés. Il y a le Forum Innovation Défense, il y a l'Agence Innovation Défense. Maintenant, si on se place de l'autre côté, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, évidemment, on a besoin d'investissement privé. Mais en fait, on a besoin de 3 choses. On a besoin d'investissement privé. Donc, il faut convaincre des investisseurs que l'équipe est bonne, que le projet est bon, qu'il y a un marché, ce qui n'est pas toujours facile, notamment dans le spatial. Et je raconte dans le livre que beaucoup de fonds d'investissement sont conquis par le projet, croient en l'équipe, mais ils ne comprennent pas très bien le spatial, donc ils ne voient pas très bien comment le marché va se structurer. C'est toujours une question de connaissance, finalement, et de connaissance des risques beaucoup et de fonds la de durée. deep tech, d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est que tout ça commence à bouger. D'ailleurs, nous allons avoir... il y a une association qui s'appelle France Deep Tech qui est en train de se structurer. Et le spatial va être un des sujets de cette association. La deuxième chose dont on a besoin, c'est les subventions. Et ça, de ce point de vue-là, je le dis dans le livre, la France est sans doute le pays où l'environnement est le meilleur en Europe. Avec France 2030, 1,5 milliard pour le spatial, dont 1 milliard pour les acteurs émergents. Alors on peut dire ça ne va pas assez vite, il faudrait en donner davantage, il faut être moins sélectif. On peut évidemment toujours améliorer les choses. Mais France 2030, j'ai eu l'occasion de le dire à Bruno Bonnel, le patron du SGPI, lorsqu'il est venu, je lui ai présenté, je lui ai dit, sans France 2030, nous n'existerions pas. Nous ne serions pas capables de développer le radar et la plateforme. Vous avez quand même réussi une levée de fonds assez exceptionnelle il y a quelques mois. Insuffisante pour faire ce qu'on a à faire. Parce que c'est un projet qui est
très capital intensive, comme on dit, parce que ça demande beaucoup de capitaux. Et puis, la troisième chose dont on a besoin, c'est de marché. Et ça, c'est aussi et de marché, pas uniquement privé, de marché public. Et ça, c'est quelque chose que les Américains font très bien. Donc, ils donnent massivement des subventions, et très rapidement, de manière très agile. Je décris ça aussi dans le livre. Je parle d'une association que l'armée de l'espace américaine a créée, qui s'appelle Spaceworks, où ils donnent massivement, à travers différents dispositifs, des subventions, mais aussi ils investissent dans les sociétés. Ils ont investi depuis la création de la Space Force plus de 500 millions de dollars dans des startups américaines, ce qui est quand même considérable. Et puis il y a de la commande publique. Et en réalité, les entrepreneurs, ce dont ils ont besoin, c'est pas de subvention pendant des années. C'est de la commande publique, c'est du marché. C'était aussi le rôle de France 2030, d'apporter des projets. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la stratégie en matière de défense spatiale française est à la hauteur des ambitions des entreprises que vous représentez ? Moi, je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Et j'espère qu'on ira plus loin. Je pense que vous savez, les choses évoluent très très vite. Donc, nous avons une stratégie spatiale de défense en 2018 qui est sortie en 2019, création du commandement de l'espace. On est déjà en 23, quasiment en 24, on est 5 ans après. Donc on fait des livres blancs tous les 5 ans, on fait des plans, des livres blancs dans d'autres sujets tous les 5 ans. Je pense qu'on pourrait se reposer la question de savoir si les moyens qui sont aujourd'hui alloués à l'espace dans le budget de la défense, et notamment aux acteurs émergents, et les dispositifs qui permettent de les intégrer dans des grands programmes, sont suffisants. En tout cas, en termes de stratégie, je pense que les fondamentaux sont là, et on a une stratégie qui était quand même assez ambitieuse. Après, en termes de déclinaison, on peut sans doute aller plus loin. Un dernier mot peut-être pour parler d'innovation, de stratégie d'innovation. Qu'est-ce qui, de la stratégie de la défense ou de l'innovation précisément, constituerait la meilleure défense spatiale ? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que c'est indispensable aujourd'hui pour garantir une défense spatiale satisfaisante, surtout quand on ne parle pas d'attaque, de capacité d'attaque ? Moi, je pense et je dis dans le livre, et c'est la raison pour laquelle je me consacre à cette société aujourd'hui, à Look Up Space, c'est que la première chose à faire, c'est de rendre l'espace transparent. Voilà, il faut voir ce qui se passe dans l'espace. Aujourd'hui, on est sinon aveugle, on est très largement myope. Donc il faut développer des capacités dans des partenariats publics-privés. Il faut des capacités patrimoniales. Et là, il y a des programmes qui sont confiés à des grands primes, des grands industriels. Et il y a des opérateurs dits de confiance, et on espère en faire partie, qui sont capables de fournir ou de compléter ces capacités par des services qui sont... Et c'est extrêmement vertueux parce que ces services sont finalement bon marché. C'est nous qui supportons les investissements. C'est nous qui créons des emplois. Ce sont des contrats qui sont réversibles. Donc vous n'êtes pas engagé avec un système qui vous a coûté des dizaines ou des centaines de millions d'euros et qui ne fonctionne pas exactement comme vous le voudriez, et que vous allez garder pendant 15 ans. Pour ça, il faut s'assurer qu'il y ait plusieurs acteurs pour pouvoir rebondir. Et nous, ça nous permet ensuite d'aller conquérir des marchés à l'export. Donc je pense qu'il y a tout un équilibre à trouver qui peut être extrêmement vertueux dans notre domaine comme dans d'autres. Merci beaucoup, Michel Fredeling, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space pour nous parler notamment de votre livre qui est paru il y a quelques semaines, Commandant de l'espace, et qui revient sur l'histoire de la technologie spatiale et des ambitions spatiales françaises. Mais on va d'ailleurs beaucoup plus loin. En réalité, on part aussi à l'international. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. À la production, Lily Zalkin. Je vous rappelle que l'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, et je vous dis à la semaine prochaine sur Bismart.